Alors, donc aujourd'hui, je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. On va essayer de travailler pendant le confinement, puisque on va pas se mentir, hein, l'année scolaire telle qu'on a pu la connaître, je pense qu'elle est presque terminée. Moi, mon idée, c'est de faire, pour ceux qui sont intéressés, quelque part, mettre des éléments en place qu'on aurait dû voir. Donc, finalement, pour l'année de seconde, histoire que vous arriviez en terminale en ayant vu une bonne partie du programme. Alors, pour l'instant, moi, mon idée, ce serait plutôt de faire de l'histoire. Bon, déjà, on avait terminé à peu près la géo. Et il y a aussi autre chose, c'est que le programme de géo, bah, finalement, moi, j'ai l'impression qu'il risque d'être rendu un petit peu caduque par les événements actuels. Donc là, quelque part, je me suis dit, autant revenir en histoire, faire des choses qui vous sont utiles pour l'année suivante, pour ceux que ça intéresse. Donc après, on verra comment on s'organise. Je pense que je vous proposerai de temps en temps des exercices, des choses comme ça. Là aussi, peut-être en passant par l'ONT, par YouTube, on verra. Donc je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. Ça prend la directe suite de ce qu'on avait fait finalement sur la Renaissance notamment. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'époque moderne. L'époque moderne, je vous rappelle, c'est entre la découverte de l'Amérique et donc la Révolution française. Et là, justement, l'idée, et c'est pour ça que je fais ça, c'est que la Révolution française, vous l'étudiez en début de première. Moi, mon idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on y arrive. Et c'est pour ça que ce thème-là, il est intéressant de traiter pour vous dans, finalement, la préparation de l'année de première. Donc là, l'idée, ça va être de voir, donc, pour ce thème 3, ce qu'est l'État à l'époque moderne. Et l'État, il est né dans deux pays, la France et l'Angleterre. Et donc là, aujourd'hui, c'est l'introduction du thème, finalement, qui là encore sera organisé en deux chapitres, un sur la France, un sur l'Angleterre. Mais les deux seront évidemment un peu liés. Donc, d'abord, on commence par une petite définition, hein. Je sais, hein, c'est un petit peu ennuyeux, mais bon, on est obligé de passer par là. C'est quoi un État? Alors, l'État, il y a pas mal de définitions, hein. Je pense que vous le savez. Déjà, il y a une différence entre État avec une minuscule et État avec une majuscule. Là, évidemment, on s'intéresse à l'État avec une majuscule. Alors, l'État, moi j'ai essayé de trouver une définition qui soit à peu près claire. C'est l'idée de l'ensemble de pouvoir que le pays détient sur les sociétés afin de les organiser au mieux. Quelque part là, en fait, on a même parlé en ce moment, puis c'est pour ça que justement on peut faire un lien avec l'actualité, même avec l'histoire, avec l'épidémie de Covid-19 en ce moment, quelque part on a parlé parfois de retour de l'État, puisque finalement c'est l'État qui organise finalement la façon de lutter contre l'épidémie. Il est critiqué pour ça, n'empêche qu'effectivement c'est plutôt la sphère publique et la sphère étatique qui est à la manœuvre beaucoup plus que finalement les transnationales et toutes les démarches économiques, quoi. L'État est vu finalement comme le grand organisateur, le sauveur. Donc là, l'idée, ça va être de voir finalement tout cet ensemble de pouvoirs que le pays détient sur les sociétés, comment la France et l'Angleterre ont été finalement les premiers à avoir autant d'influence sur leur population. Parce qu'effectivement, quelque part, la naissance de l'État tel qu'on le connaît, finalement, c'est venu de la France et de l'Angleterre. Quasiment tous les pays aujourd'hui, finalement, du monde, on va dire qu'il y a deux modèles finalement qui sont occidentaux, c'est la France et l'Angleterre. Et le dernier modèle qui existe, c'est le modèle chinois, mais la Chine a longtemps vécu en autarcie, elle a été très très influencée par les modèles occidentaux. Donc, pourquoi la France et l'Angleterre? Alors déjà, je vous ai mis une petite carte donc, de l'Europe en 1700. Il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que finalement, dans l'ouest de l'Europe, on a des pays qui ressemblent déjà beaucoup à leur forme future. C'est l'Angleterre, la France et aussi l'Espagne et le Portugal. Mais l'Espagne et le Portugal commencent à finalement entrer dans un cycle progressif de déclin. Et effectivement, c'est la France et l'Angleterre qui vont devenir à ce moment-là les grandes puissances dominantes. Et je pense que vous pouvez comprendre déjà pourquoi. C'est que déjà, c'est des pays qui sont très unis. Finalement, contrairement aux autres, où finalement on a des empires, comme vous le savez, maintenant ils ne absolument plus à ça, ou des provinces dynastiques comme la Maison d'Autriche qui domine une partie de l'Allemagne, le royaume de Pologne, Lituanie, Saxe aussi qui est extrêmement grand. On a l'Allemagne qui est complètement morcelée. Et effectivement, les pays qui ressemblent le plus à ceux qu'on connaît, c'est effectivement la France et l'Angleterre. Et c'est ces deux pays-là qui vont être les grandes puissances et les grands concurrents aussi, parce que ça va être ça aussi, c'est que ces pays qui vont être fortement concurrents. Et ils vont être concurrents et influents non seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde.
puisqu'effectivement, à cette même époque-là, on est dans les premiers temps des empires coloniaux. Vous vous souvenez que ça concerne surtout le Portugal et l'Espagne, mais la France et l'Angleterre ne sont pas en reste du tout. Et notamment, la France et l'Angleterre, ils sont sur le même coin. Ils sont notamment en Inde et en Amérique du Nord. Et ils sont, inutile de dire que là aussi, on aura une très très forte concurrence qui va peu à peu, finalement, se jouer entre d'un côté l'Angleterre qui va dominer les mers et par là même la plupart des colonies, et de l'autre côté la France qui va plutôt dominer le continent et l'Angleterre qui va lui mettre le plus possible de bâtons dans les roues pour finalement l'empêcher d'avoir cette énorme domination continentale. Ça va se manifester par une série de guerres entre la France et l'Angleterre, notamment dans le cadre par exemple de la guerre de 7 ans, là où je vous ai mis une petite image, on voit le drapeau anglais derrière, qui est parfois considérée comme la première guerre véritablement mondiale, puisque justement, elle se déroule en Europe finalement, avec quasiment tous les pays d'Europe impliqués, mais aussi dans les colonies franco-françaises et anglaises. Donc résultat, on a donc deux pays qui sont en conflit, donc deux pays qui se ressemblent pas mal finalement, qui ont déjà une structure, une population qui est assez... qui a un sentiment d'appartenance. En fait, finalement, quelque part, autant on peut demander à quelqu'un est-ce que vous vous sentez allemand, italien, à l'époque, il peut vous répondre oui, mais il sera soumis quand même à des pouvoirs qui lui échappent totalement et qui ne sont pas forcément allemands, pas forcément italiens. L'Italie est divisée en plein de petits royaumes différents, certains soumis à d'autres puissances étrangères. L'Allemagne, c'est pareil, c'est un morcelage. Il n'y a que qu'en France et en Angleterre que là, on a vraiment des gens qui se disent français et anglais. Par contre, là où on va avoir d'énormes différences dans la façon dont ces pouvoirs vont être appliqués. Alors déjà, je pense que ça, vous le connaissez tous, c'est le fameux portrait de Louis XIV en monarque absolu. Donc avec, on y reviendra, avec le manteau de sacre, cette domination qu'incarne ce qu'on appelle parfois donc la monarchie absolue, à savoir ce modèle français qui va être d'un pouvoir total finalement du roi sur l'État, ou du moins supposé total. Alors, c'est une cause qui a été mise en place peu à peu par les Français, c'est pas Louis XIV qui l'a sorti de son chapeau comme ça ou de sa perruque. Ça a été mis peu à peu en place finalement par les rois de France, ça a pris des siècles, il y en a qui disent que ça remonte à Philippe Auguste en 1200 après Jésus-Christ et que finalement il a fallu 500 ans avant que Louis XIV impose vraiment le modèle définitif. Les rois anglais ont parfois voulu faire la même chose, sauf que je vous montre une autre image et là vous voyez ça s'est pas forcément très 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 bien déroulé, puisque ça c'est l'exécution de Charles Ier en 1649 qui a été décapité à la hache après avoir essayé d'imposer une autorité plus grande, semblable à celle que pouvaient avoir les rois de France. Comme vous le voyez, le peuple anglais, il va être plutôt réactif. Et ça qui va être intéressant, c'est de voir que finalement, on a deux pays qui ont des ressemblances, mais aussi qu'on a une grande opposition dans la façon dont ce pouvoir va être finalement géré. D'un côté, on va avoir l'idée que on a un État absolu et qui souffre quasiment d'aucune forme de contestation. De l'autre côté, un État qui est accepté finalement, un État qui finalement doit tenir compte de la vie de sa population. Mais ça, on reviendra. L'Angleterre, c'est un peu l'ancêtre finalement de tous les régimes que nous aujourd'hui on appellerait démocratiques. Donc notre idée, notre problématique, ça va être de voir comment la France et l'Angleterre, elles imposent de manière opposée leur autorité à leur population. Donc voilà, on va le faire en deux chapitres, un chapitre sur la France et un chapitre sur l'Angleterre. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.